Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch. Le festival Bildrausch bat son plein. Nous sommes au Stadtkino de Bâle, lieu central du festival, en compagnie de Claire Simon, qui nous a rejoint sur le plateau de Film Explorer. Bonjour Claire Simon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous à propos de votre dernier long métrage documentaire intitulé Notre corps, qui selon moi embrasse avec une grande tenue, une justesse de regard admirable, des questions qui nous sont à toutes et à tous essentielles, puisqu'elles s'intéressent au foyer de l'existence humaine, qu'est le corps féminin. Un corps qui doit encore supporter de nos jours son lot d'injonctions à bien fonctionner, à générer du plaisir, à véhiculer une certaine image, et aussi et surtout à donner la vie. En vous immergeant dans le quotidien d'un service de l'hôpital Tenon à Paris, qui suit des grossesses, qui soigne des pathologies gynécologiques et des cancers féminins, ou bien encore accompagne les patientes dans leur démarche de transition de genre, vous vous intéressez à ces douleurs, à ces souffrances intimes dont la société parle peu, et qui pèsent, je vous cite, sur nos vies, nos amours, nos espoirs, nos désirs. Ce corps dont parle Notre corps, c'est votre corps à vous aussi, Claire Simon, frappé à son tour par la maladie, et que vous choisissez avec honnêteté et transparence de faire entrer dans le cadre de votre film, à la même hauteur que tous les autres, et pour ce qu'il a à nous raconter, à savoir une histoire au milieu d'autres histoires uniques que chaque patiente a été la seule à éprouver. Ma première question, j'aurais donc envie de la poser à chacune des femmes que vous avez filmées, mais puisque vous êtes la seule d'entre elles ici présente, eh bien, je vous la pose à vous. Comment allez-vous, Claire Simon ? Bon, ça va à peu près. J'aurais préféré ne pas tomber malade, mais c'est comme ça. Voilà, c'est arrivé pendant le tournage. C'était bon. Et pour le film, c'était quand même une opportunité, si j'ose dire, parce que ça me permettait de filmer une annonce, ce qui est presque impossible à filmer sinon, quoi. Enfin, il y en a une dans le film avec une femme hispanique, mais voilà, ça arrive à toute allure en espagnol et tout ça, c'est absolument tragique d'ailleurs. Mais donc c'était important que je l'éprouve aussi, enfin que voilà, je me suis dit bon bah tant qu'à faire, autant me filmer quoi. Voilà. D'ailleurs, cette annonce, vous l'aviez filmée avant d'apprendre vous-même que vous étiez atteinte d'un cancer ? Non. D'accord, dans la chronologie du filmage, c'est venu C'était après. après, ouais. D'accord, c'est venu après. Parce qu'on dit souvent que les êtres humains se racontent des histoires pour rendre le réel supportable. Est-ce qu'à un moment donné de votre parcours de cinéaste qui apprend qu'elle est atteinte justement d'un cancer, toutes ces histoires que vous aviez récoltées et captées pour votre long métrage vous ont servi d'une manière ou d'une autre pour affronter cette réalité de votre propre maladie ? Oui, parce que c'est le principe même de ce film, c'est qu'à partir du moment où on comprend, où on voit les autres en train de tout, que ce soit le planning, les naissances, la PMA, etc., et le cancer, on voit d'autres femmes qui affrontent d'autres situations. Et moi, j'avais l'impression de connaître le protocole, de comprendre, et puis je pensais toujours que j'avais moins grave que les autres, ce qui au fond n'était pas vrai, mais en tout cas, ça calme l'angoisse, c'est certain. C'est le fait de savoir et de pouvoir en parler. Par exemple, il y a une fille qui est venue voir sa séquence là, qui a l'endométriose, qui est bouleversante dans le film, celle qui dit qu'elle préfère avoir envie et avoir mal que de ne pas avoir envie. Et bien, elle était bouleversée par... voilà, elle me dit, j'ai envie de parler avec d'autres parce que personne ne sait comment traiter ce que j'ai et c'est un cauchemar. Et donc, d'autres expériences, d'autres filles, voilà, c'est quelque chose qui dédramatise un peu, qui permet d'approcher voilà, après, le mystère de ce qui se passe dans votre corps reste entier, mais c'est vrai que dans cet hôpital, moi j'étais très impressionnée par le savoir des médecins et par leur souci d'être hyper au courant tout le temps. Voilà, après, la relation à chaque médecin est une histoire différente. Moi, en tant que patiente,
j'ai souffert de certaines choses, mais une fois qu'on a trouvé le bon médecin avec qui on s'entend, c'est très important. Ça, c'est vraiment une chose importante. Cette entente. Par exemple, la femme qui est à la fin, la médecin, l'oncologue, c'est une médecin mais extraordinaire, quoi. Je veux dire, moi, je rêvais d'être soignée par elle. La chirurgienne qui m'a opérée est une chirurgienne extraordinaire. D'ailleurs, elle est connue et d'une clarté. Et chaque fois que je lui posais une question, elle répondait tellement simplement. Quand je lui dis pourquoi je vais perdre mes cheveux, elle m'a dit parce que les cellules du cancer sont des cellules très rapides. Et donc, et les cellules des cheveux aussi. Donc, il faut qu'on arrête les cellules rapides. Et après, j'étais contente de perdre mes cheveux. Vous voyez ? C'était toute la différence. Voilà. Donc, c'est super important que les médecins répondent. Et vous filmez la pédagogie du professionnel de santé devant son patient qui qui utilise un langage particulier, ce langage médical, et qui parfois éprouve aussi de la difficulté à dire les choses aux patients. Et les patients, d'ailleurs, eux aussi ont presque une difficulté par les mots d'exprimer l'émotion qu'ils ressentent. Ouais. Et ça, c'est très très prégnant, je trouve, dans le film. Par exemple, le médecin que j'aime beaucoup, qui annonce à la femme en espagnol, où je l'aide à traduire et tout, mais il est au bord des larmes. Hein, lui. On voit quand il dit son diagnostic au micro, il fait un effort comme ça de... C'est très émouvant quand certains médecins sont complètement concernés, etc. Parce qu'ils ont affaire à la vie, la mort en permanence, quoi. Justement, comme on parle de la parole, qui est un des dispositifs mis en place par l'humain pour parler du corps, j'aimerais vous poser une question d'ordre philosophique qui part du principe justement que le corps est toujours déjà, comme disaient les philosophes, médiatisé par le langage, par le discours, par la technologie. Vous, en tant que cinéaste, comment est-ce que vous avez appréhendé votre place dans ce dispositif de discours, de technologie, de pratique? Comment est-ce que vous avez opéré pour trouver votre place, votre regard de cinéaste dans ce dispositif extrêmement complexe Mais j'ai essayé de montrer que le corps, c'est nommé, quoi. À partir du moment que tout le temps, la question, c'est comment on nomme. Et d'ailleurs, ce qui me bouleversait, toute opération est une leçon d'anatomie. Les médecins passent leur temps à dire, tu vois, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est... Comment? Mais fais attention, tu vois, il y a la vessie à côté, tu dois pas faire ça, etc. Donc, les mots, ce sont avec les mots qu'on nomme le corps, quoi. Et que cette chose est très très forte dans la... Alors, ce qui est très fort aussi, c'est les mots des médecins qui n'ont rien à voir avec les mots qu'on connaît. Voilà, même ils disent pas cancer, enfin presque pas, ils disent carcinome, voilà, etc. Ils disent même pas tumeur, ils disent autre chose. Donc on apprend vite à décoder tout ce qu'ils disent, à le traduire en français, quoi, si j'ose dire. Mais ce rapport du mot au corps, je crois que c'est une des choses les plus importantes des civilisations, quoi. C'est-à-dire comment on nomme le corps, quoi. Comment le corps rentre dans les mots, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très important. Vous avez raison de parler de ça, parce que moi, c'était une chose qui m'obsédait, quoi. C'est des dimensions passionnantes du film, justement, d'explorer le contraste, l'écart qui sépare le mot, le langage systématisé de l'individualité, de la singularité de chaque expérience. Ça m'amène une autre question que je voulais vous poser par rapport au titre. Comme le film met avec tellement de finesse l'accent sur la singularité de chaque expérience corporelle, pourquoi ne pas avoir appelé le film, au lieu de notre corps, nos corps, au pluriel? Parce que... non, c'est un corps... parce qu'on dit notre corps qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Alors d'ailleurs, Émilien soulève cette question. Le film aurait peut-être aussi pu s'intituler Notre temps, parce qu'il y a du temps dans les corps que vous montrez, ou plutôt des temps. Il y a le temps de l'existence humaine, de la naissance à la mort.
Et il y a le temps dans lequel nous vivons, celui du monde qui est le nôtre aujourd'hui, et dont ces corps en souffrance, en carence, en négation, en saturation ou en insuffisance de quelque chose se trouvent être les chambres d'écho. Cette question du temps, dans les deux acceptions que je viens d'évoquer, était-elle centrale justement dans le projet du film ? Oui, en tout cas, pour moi, ce qui était très important, c'était les étapes sur le chemin de la vie. Voilà, ce grand arc, quoi. Je trouvais que c'était très beau, quoi, ce truc-là, de raconter qu'à chaque étape, il y avait cet arc, voilà. Et puis, oui, après, il y a le temps de la maladie, il y a le temps de... Par exemple, quand j'ai vu ça, quand on annonce à quelqu'un, d'ailleurs c'est le cas avec je fais toujours référence à la même séquence de la femme hispanique, il y a quelque chose qu'on appelle la sidération, quand on apprend un truc terrible, quoi. Et c'est le temps, je sais pas, c'est le temps des neurones, quoi. Que les neurones touchent le cœur, que le cœur retourne dans les neurones. Et voilà, il y a ce temps de la sidération, quoi, aussi. Et moi, je ne l'ai pas vue, mais cette femme est sortie et elle a pleuré là-bas, devant la secrétaire, mais pas devant le médecin. Voilà. Et voilà, donc vous avez raison, c'est cette question du temps. Même la dernière femme que je filme, qui comprend, qui téléphone, ça, je dois dire que j'ai été sidérée, quoi, qui téléphone aux entreprises pour ses obsèques. Elle est encore là, donc elle est comme dans un sas. Elle est promise à la mort, elle pense que ça vient, et en même temps elle est là, quoi. Et c'est pour ça elle était très très contente que je la filme, parce que c'était comme la dernière bouteille à la mer possible, quoi. Vous voyez, elle est encore là. Et ça supposait un film qui a une certaine ampleur en termes de temporalité, justement. Oui, le film fait près de 3 heures. Donc, oui, moi, j'avais pas du tout pensé que je ferais un film très long, mais on s'est retrouvés avec le monteur à se dire bon bah voilà, c'est ça que ça raconte, quoi. Enfin, on a commencé à 4 heures et on est à 2h48. Voilà. On parlait justement avant de vous rencontrer de ces questions de l'arc comme une expérience très forte aussi du spectateur, que j'étais à Berlin quand j'ai vu le film la première fois. Et ça, j'ai trouvé justement très fort. Vous nommez maintenant la notion de temps comme sidération. Ça me fait penser au sidéra, des étoiles. Et cet arc, pour moi, c'est l'arc de la vie, mais en même temps, c'est un arc de vie qui permet aussi de toucher, de mettre en contact la dimension très, très concrète, très des détails et aussi des connaissances du corps, connaissances scientifiques, avec des questions vraiment beaucoup plus larges. Et le moment charnière pour moi, c'est les visages. Et là, j'aimerais bien vraiment vous poser une question au cinéma. En connaissant un petit peu le cinéma, ce que vous avez fait là, de réussir à avoir tellement de personnes et de l'avoir toujours à l'image avec les visages, c'est vraiment pas de nu. En fait, ça m'a fait penser à un énorme travail je ne sais pas combien de temps vous avez passé avec cette personne, ou en énorme capacité d'empathie, parce que là, on touche vraiment à ce qui est ce dont on a souvent pudeur, le corps, la maladie, la mort, et je m'attendais au film de ce type. Bon, il y avait des moments peut-être avec la personne ne montre pas son visage. C'est le cas seulement la première personne. Et sinon, toujours ce visage. Et ça, c'est un cadeau que vous faites aux spectateurs, mais comment vous avez fait? Voilà. Vous voulez dire pour que les gens acceptent? Voilà, mais moi, je floute pas, quoi. Enfin, il y a des gens qui veulent être floutés. On a changé leur voix. Moi, je sais pas. Je trouve ça idiot, quoi. Voilà. Moi, j'aime les visages, les gens, leur corps. Tout le temps, quand je tournais, je me disais le corps. Il faut que je filme le corps. Il n'y a que ça de vrai. Il faut que je filme le moment où elle se déshabille. Parce qu'il y a ce moment de flottement. On est là avec un médecin et tout, puis tout d'un coup on se déshabille et tout d'un coup là il y a un truc qui tremble un peu, quoi. Et c'est ça qu'il faut montrer, cette chose-là, c'est très important. Ouais. C'était pas difficile le contact Non.
Comment vous les avez approchés, ces personnes, à la fois les patients, les soignants? Ça va très vite. Hein. On les incorporait dans le film. médecin, on les voit à la salle d'attente. Mhm. Est-ce que vous acceptez d'être filmé? Clac, clac, je tourne. Voilà, c'est fait, quoi. Et pour les patients, il y a eu une rencontre en amont, il y a eu, Non. Donc c'était un consentement direct en fait. Ouais, elle signe après, souvent. Ou après, il y avait 2 catégories. Il y avait celles qui voulaient revoir la séquence si c'était monté, et celles qui signaient quand même, quoi. Voilà. Et dans le cas où une femme, par exemple, était accompagnée de son époux, Ah là, que là, ça craignait, quoi. ça posait problème parfois peut-être. Parce que le mec disait non, souvent. Et moi, je lui disais, mais excusez-moi, c'est pas à vous que je pose la question, c'est à madame, d'accord? Et c'est la première fois que j'ai eu autant l'impression qu'il y avait tellement d'hommes qui considéraient qu'ils possédaient le corps de leur femme, quoi. C'était mais dingue, je n'en revenais pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent pas dans le film. Non. Où les couples, au contraire, sont très harmonieux. Parce qu'ils dans le ont soutien accepté, mutuel. ouais, c'était, ouais. Et puisqu'on parle de consentement, j'aimerais revenir à une des séquences du film. Il me semble que c'est peut-être même la seule séquence du film qui est tournée à l'extérieur de l'hôpital. Cette scène justement de manifestation où il est question plus que jamais de consentement. Est-ce que vous pouvez revenir sur le choix d'intégrer cette séquence qui fait saillie par rapport au film, puisque comme je le disais, c'est une des rares séquences à être tournée en extérieur. Elle nous sort tout à coup de l'hôpital, et c'est une séquence. Enfin, c'est devant l'hôpital. Devant l'hôpital, Ouais. mais pas entre les murs. Et donc, il y a déjà cet effet de saillie créé par le contraste entre intérieur et extérieur, et puis aussi au niveau du contenu, des revendications qui sont exprimées. C'est une séquence qui a un impact extrêmement puissant. C'est-à-dire que pendant que je tournais, il y a eu une attaque contre un médecin qui a été accusé par des femmes de violences obstétricales et de viol, de viol au sens obstétrical, quoi, pas de viol à vue sexuelle, mais à vue, mais vraiment. Et donc, c'est ce que raconte la femme, la première qui parle, etc. Donc, comme je m'étais engagée à donner aucun nom à la PHP, il n'y a pas de nom. Mais je trouvais que c'était très important de le signifier, de montrer qu'il y avait une part qui n'était pas dans le film, qui était celle-là, quoi. Et pourtant, il y a une infirmière du planning qui parle là, etc. Il y a des gens de l'hôpital, et je trouvais que c'était très important. Et en même temps, moi, je ne peux pas filmer des violences obstétricales parce que si je filme, il n'y en aura pas, etc., quoi. Donc, c'était juste pour dire, voilà, ça existe. Ça existe. C'est pas mon sujet, mais ça existe. Et c'est très important que des femmes s'associent, qu'il y ait quelque chose. Parce que Kouchner, il a fait une loi sur le consentement. Hein. Normalement, on doit, chaque médecin doit obtenir le consentement de chaque patiente. Mais il n'est pratiqué que pour les opérations, les trucs comme ça. Dans le cadre d'une visite de consultation, le spéculum, tout ça, c'est pas discuté, quoi. Et il y a des vieux médecins qui, par ailleurs, sont de grands scientifiques, mais qui ne... Vous voyez, ils vont très très vite, quoi. Et donc, par exemple, examiner une femme qui a de l'endométriose, ça lui fait mal. Et au lieu de la prévenir, de lui dire j'ai besoin de savoir où vous avez mal, donc vous allez avoir mal, mais c'est nécessaire pour vous soigner, il dit rien. Et donc c'est monstrueux, quoi. Voilà. Et elles vous avez entendu ce qu'elles doivent se taper, ces pauvres femmes. Il y en a qui se retrouvent opérées avec des poches, etc. C'est super dur, quoi. Et je voulais dire aussi, vous répondre sur le temps et tout ça, c'est que pour les femmes, nous existons, la tradition, c'était que nous n'existions que le temps de notre fertilité. Donc, une femme, elle est condamnée à la ménopause à être rien, personne, etc. Et donc, la question du temps, elle est très importante, encore plus pour les femmes. Et heureusement, c'est quelque chose qui change aujourd'hui. Mais disons que la question du temps, pour les femmes, elle est très très lourde de ce point de vue-là.
Et de penser qu'on n'existe plus quand on n'a plus de règles, c'est vraiment dingue, quoi. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est vraiment le patriarcat dans toute sa splendeur, c'est-à-dire tu peux plus faire des enfants. À la limite, tu peux peut-être faire le ménage, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi dans l'arc du temps. Je voulais vous le dire et puis j'avais oublié. Mais voilà. Comme on parle de temps, il y a justement cet arc temporel de la vie. J'aimerais bien aussi aborder avec vous le temps du film, le film en tant qu'expérience temporelle, et revenir au début, que je trouve très intéressant. Le film s'ouvre par un commentaire, par un texte que vous lisez en voix ouverte. Non, que je dis en marchant. Que vous dites en marchant, voilà, et donc on est accompagné par votre parole. On entre dans le film à travers vos mots, et puis tout à coup il y a cette césure où l'introduction se termine et on entre dans la première séquence dans l'hôpital, avec ce récit d'une première expérience sexuelle par une jeune femme, avec toutes les difficultés qu'il y a déjà pour la verbaliser, toutes les difficultés de vécu auxquelles elle renvoie. Et il y a cette césure assez abrupte et très, très audacieuse. Je trouve que c'est un très beau choix de montage, de faire d'avoir contrasté cette introduction par autre parole, et tout à coup l'exposition du public à la crudité de cette expérience. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix de montage qui nous introduit dans le film, dans son rythme, dans sa temporalité, par cette césure, par cette figure du contraste? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce prologue est un prologue qui travaille la forme objectif-subjectif. Je commence subjectif et dans le même plan, j'apparais moi-même, et de nouveau. Et c'est ce mouvement subjectif-objectif que j'ai fait dans le film. Et je trouve que c'est important que le spectateur soit au courant du registre du film. C'est plus simple en fait, quoi. Et je voulais raconter ma rencontre avec Christina et le fait qu'elle... Voilà. Et je trouvais tellement génial que le cimetière soit entre chez moi et l'hôpital. Je veux dire, j'ai passé mon temps à essayer de ne pas traverser le cimetière, de traverser quand même le cimetière, et à chaque fois que ça se posait, je me disais non mais bon, on a beau ne pas être superstitieux par moment, vous voyez, quand vous êtes malade ou je sais pas quoi, vous dites, ou quand vous n'êtes pas encore malade, vous dites si je traverse trop le cimetière, ça va me tomber dessus. D'ailleurs, vous l'évoquez, vous le dites dans cette préface à la première personne. Vous dites j'espère que je vais pas me choper un cancer. Ouais, mais c'est exactement ce que je me suis dit la première fois que je suis rentrée dans l'hôpital. Et ça, c'est incroyable. Quand on voit la suite du film et qu'on voit qu'effectivement, malheureusement, ça vous tombe dessus, entre guillemets. Mais c'est pour ça que je voulais semer une petite graine de terreur, comme ça, parce que je savais que peut-être on me reconnaîtrait. On savait pas, on m'avait pas vu. Donc, c'est pour ça que c'était important qu'on me voit. Vous voyez, subjectif, objectif, subjectif, objectif. Et j'adore l'arrivée dans le planning où c'est un couple d'Indiens, je pense, avec deux petites filles qui sont tellement mignonnes et tout. Et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, tac, c'est quand même le planning. On voit qu'ils adorent leurs enfants et que probablement ils vont pas en avoir un troisième, voilà. Et c'est bouleversant comme ça, de rentrer comme ça. Et cette jeune fille, dont on ne voit que la capuche rose, c'est vraiment le prototype de l'histoire du planning familial, quoi. Elle coche absolument toutes les cases, quoi. Voilà, elle croyait que, et puis elle croyait que elle contrôlait, etc. Et puis quand elle dit j'étais contre l'avortement, mais bon, je ne peux pas, je veux quand même réussir ma vie, etc. C'est super beau, quoi. Et je trouve qu'elle parle très bien, quoi. Elle a 15 ans, ou je sais plus, 15 ans. C'est super beau, quoi. Et quand à la fin, où l'infirmière du planning lui dit vous avez bien parlé, si vous êtes soulagée, je sais pas quoi. Et elle dit oui, mais ma mère m'a dit si je l'avorte, j'adore ça, si je l'avorte, peut-être que je pourrais plus avoir d'enfant. Voilà, ce qui est toujours la punition brandie, vous voyez.
Si tu avortes, de ce point de vue-là, par exemple, le film de Blandine Lenoir là, sur l'avortement. Annie Colère. Ouais, je l'ai vu très récemment et j'avoue que j'ai été très impressionnée par la manière dont on comprend que l'avortement, c'est pas très grave, quoi. Enfin, que ça peut se faire doucement, que c'est pas la fin du monde, que, bien entendu, si on veut avoir un enfant, on se dit, oh merde, quand même, c'est dommage. Mais en même temps, là, on voit bien les femmes, enfin, c'est assez réussi de ce point de vue-là, cette douceur qu'il y a. Quand c'est fait entre les femmes comme ça, c'est vachement beau, je trouve. Douceur, c'était justement un mot qu'on a discuté avant, douceur et violence. Parce on était... Bon, je pense que c'est deux tonalités du film qui peut-être représentent aussi l'objectif subjectif chez les spectateurs. Parce que au moins, en tant que spectateur, j'ai aussi vécu une dimension subjective qui est plutôt du sens de l'empathie avec l'humain, avec les personnes qu'on rencontre. Et de l'autre côté, la violence, de la maladie, de la mort. Dans le montage, mais en général, est-ce que est-ce que vous avez peint le film avec ces deux couleurs, hein, douceur et violence, en pleine conscience, en pensant aussi aux spectateurs, parce que le film sort en grande douceur, mais en même temps, vous abordez des thèmes très violents. Donc, sous la table de montage, comment vous avez réussi à équilibrer ces deux tonalités? Je sais pas. Par intuition. Je m'entends très bien avec le monteur. Je trouve que le film est très bien monté. Il me connaît de mieux en mieux, donc il connaît comment je filme. Ce qui est quelque chose de particulier parce que je filme par rapport à ce que j'entends beaucoup. Je suis libre de cadrer ce que je veux, quoi. Et lui, il a compris ce truc-là et il monte comme ça aussi. Il monte comme je cadre, ce qui est très intéressant, enfin ce qui est un grand soulagement pour moi. Et voilà, je sais pas, ça s'est bien passé. Et en plus le plus dingue, c'est qu'on va toujours très vite. Giuseppe parlait de violence. Ce sont aussi et surtout les actes médicaux en tant que tels qui sont violents. Par exemple, vous filmez une opération, vous filmez aussi une césarienne. Et personnellement, j'ai presque honte de le dire, quand cette scène m'a... Vous avez mis la main devant les yeux? Non, j'ai pas mis la main devant les yeux, mais j'ai été quand même très remué. Et j'ai pensé très étrangement à une séquence d'Alien de Ridley Scott. Ah bah c'est bien, c'est bien. Tant mieux. Quand il va... Voilà, exactement. Comme si la fiction, en fait, était là comme une béquille pour m'aider à accepter ce que j'étais en train de voir. Bien sûr. Et en même temps, moi, je trouvais que quand on voit les bébés qui sortent, là, moi aussi, j'avais peur. Hein. C'était ma première césarienne aussi. Hein. Et quand il y a le jet d'eau, le jet du liquide amniotique, je me suis dit, merde, ça va tacher l'optique. Et là, je me suis dit, c'est bon, tu peux faire la guerre. Là. C'est bon, parce que jamais j'aurais pensé un truc pareil, quoi. C'est dingue. Et quand ils sortent, les bébés, évidemment, on a peur qu'ils soient morts, les bébés. Et c'est vraiment comme des divinités, quoi. Tout d'un coup, en plus, ils sont pleins du liquide comme ça, donc ils sont noirs et recouverts de blanc. Et on a l'impression de voir des dieux qui sortent, des déesses. C'est parce que c'est des petites filles, c'est extraordinaire, quoi. Et moi, j'étais complètement bouleversée. Et en même temps, vous voyez, je me disais, merde, j'ai l'optique qui va être sale, quoi. Non, mais il y a beaucoup de références comme ça qui pourraient presque paraître étranges, mais lorsqu'il y a cette opération avec des pinces microscopiques oui. qui essayent d'enlever l'endométriose, voilà, exactement. Avec les robots. Avec le robot, on a presque aussi l'impression de voir des médecins ou des gens qui sont en train de jouer à des jeux vidéo, quoi. Enfin, il y a quelque chose de téléguidé comme ça, d'assez froid, clinique, qui est complètement sidérant, quoi, dans cette scène. Oui, en même temps, il fait l'anatomie. Il dit tout le temps, ça c'est ça, fais attention, etc. Regarde, là c'est souple, ouais. Maintenant, c'est bien, et tout ça. C'est très... Enfin, moi, je trouve ça hyper beau. Surtout, ce qui me sidérait, c'est que chaque fois que je regardais les écrans, je me disais, mais c'est un bordel là-dedans, mais moi, j'y comprends rien, je reconnais rien. Parce qu'on a tous nos dessins de sciences naturelles dans la tête, vous voyez, les intestins, machin, les trucs et tout. On croit qu'on sait où on est, quoi.
Et puis quand on voit l'intérieur vraiment, c'est tout à fait différent, quoi. C'est très extraordinaire. Et vraiment toujours, et je regrette parce que j'avais une opération que j'aimais beaucoup au bistouri simplement, et le médecin il disait toujours dessine-moi la veine comme ça, dessine à l'assistante chirurgienne. Fais si, oui, tu vois, tu t'es pas trompé, là, c'est là, il coupe, tac, ah ouais. Et il sortait la tumeur comme ça. Et il la clouait sur un truc en liège et il dessinait le reste du corps autour, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper fort que tout le temps, cette idée du corps entier est là, quoi. Mais bien sûr, oui, ça fait peur. Mais vous savez combien enfin, je veux dire, la césarienne, c'est un truc super banal, hein, genre une personne sur 4 est née de césarienne. Enfin, c'est donc, vous voyez, hyper banal. Et je vous ai épargné le moment le plus terrible. C'est quand on écarte les abdominaux, et qui est sur un biais, on voit pas très bien. Voilà. Donc on n'a pas eu Alien le retour. Non, vous avez eu juste Alien. Ça, on le voit dans un film, je ne sais pas si vous avez vu, de Humani Corporis Fabrica de Lucien Castan-Taylor et Verena Paravel, que j'ai eu la chance de voir très proche, quelques jours avant votre film. Et là, justement, je compris la force et l'importance de la parole médicale, du fait que vous avez laissé beaucoup d'espace à l'explication. Contrairement à ce qui se passe dans notre film, qui peut avoir d'autres vertus, mais qui certainement, de ce point de vue, nous met face à la cruauté pure, je dirais, du corps et de l'anatomie. J'ai jamais vu des trucs comme ça à l'hôpital, ce qu'ils racontent. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû dire n'importe quoi au médecin, parce que moi, je n'ai jamais vu. J'en ai filmé pas mal des opérations, hein. J'ai toujours vu un niveau scientifique extraordinaire, quoi. Alors, vous me direz, c'est parce que tu filmais, mais eux aussi filmaient, quoi. Vous voyez ? Donc, je n'y crois pas à ce qu'ils ont fait. Et en tout cas, on croit à ce que vous faites dans le sens que là, on sent l'importance de mettre ensemble l'image, le corps en tant qu'objet, on pourrait dire, et le corps en tant que chair, que corps vivant, doté de paroles et donc d'explications, d'intelligence par rapport à ce qui se passe. Et cette liaison, je pense, c'est quelque chose qui ressort encore plus fort, je pense. Mais vous qui êtes italien, vous voyez, la première fois que j'ai filmé une réunion de médecins, j'avais l'impression d'être devant les doges de Venise. Et je me disais, la différence, c'est que eux, ils ne croient que ce qu'ils voient, ils ont affaire à la vie, à la mort, et en plus ils ont une sanction continuelle, ce que n'avaient pas les doges. Mais j'avais l'impression, mais d'un truc de fou, quoi. Je me disais, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Je n'imaginais pas. Et maintenant, en France, dans tous les hôpitaux, tout est fait en discussion comme ça, avec tous les départements qui discutent. Parce que je demandais à ma chirurgienne, mais vous êtes sûr qu'il faut faire ci et ça ? Elle a dit, on va discuter en staff et on verra. Mais rassurez-vous, il n'y a personne devant sa cheminée qui dit, oh bah tiens, Claire Simon, je veux lui faire ça, toi. Personne. D'ailleurs, l'état de l'hôpital public français, on parle souvent de délabrement, enfin en tout cas, il y a des cris d'alarme qui retentissent de tous les côtés. 800 lits à Thonon. Vous en faites pas forcément l'écho dans le film. C'est-à-dire que, alors il y a cette manifestation sur un point précis, voilà, qui relève pas forcément de ça, mais vous ne montrez pas ces personnels débordés. La sage-femme, elle peut même pas apporter le biberon au bébé qui vient de naître. Elle lui dit, j'ai pas le temps, vas-y, dépêche-toi, etc. C'est vrai. Ouais. Il y a cette scène de l'accouchement où on se rend compte effectivement que c'est assez minuté. Ouais. Mais sinon, ça paraît pas forcément dans le champ de votre caméra. C'était une volonté, non. ça après. Non, c'était pas votre sujet. Non, mais ça s'est trouvé comme ça. J'ai eu des discussions d'infirmières, mais finalement, je les ai pas gardées. Et aussi, mais ça apparaissait pas. Par exemple, chaque médecin en consultation, il voit 30 patientes le matin. Vous voyez ? C'est du délire, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est terrible. Et vous avez hésité à intégrer votre parcours médical dans le tissu du film à un moment donné, ou c'était une évidence pour vous ? Non, j'avais pas envie d'être je voulais être comme tout le monde, quoi.
Ça, je trouve un bon choix. Vous avez choisi, pour revenir à ce qu'on a dit au début, de vous inscrire dans le film, mais en même temps, vraiment comme une personne parmi les autres. Voilà. En certain moment, on a pensé que c'était au milieu du film, grosso modo, si je rappelle bien. Et on pensait, OK, maintenant, ça commence un film avec Claire Simon. Et non, fermez la parenthèse, on continue avec les autres. Et ça, c'est vraiment un grand geste, je trouve. Un très grand geste. Merci beaucoup, Claire Simon. Merci beaucoup. Willkommen, welcome, bienvenue. La radio du festival Bildrausch.